de la situation que nous connaissons d'après nous en France aujourd'hui. Donc nous avons fait des propositions par rapport à ça. D'ailleurs, les premiers sujets sur lesquels on s'est exprimé, c'est le fonctionnement de la vie politique. On a proposé des choses simples. On a proposé qu'on ne puisse pas faire plus de 2 mandats exécutifs successifs et pas plus de 3 mandats dans une vie, par exemple. Donc, c'est une manière de déprofessionnaliser la vie politique. L'autre caractéristique de la vie politique qui explique aussi en partie la situation dans laquelle on est, c'est que la classe politique est très peu diverse. Alors on a la chance d'avoir en France des fonctionnaires de très grande qualité. Moi je pense qu'on a des fonctionnaires qui sont parmi les meilleurs au monde même, qui ont un vrai sens de l'intérêt général pour beaucoup d'entre eux. Il y a beaucoup d'administrations qui tiennent aujourd'hui que grâce à nos fonctionnaires. Je pense à l'éducation en particulier, que j'ai beaucoup étudié, j'ai rencontré beaucoup d'enseignants. Donc on a des fonctionnaires de grande qualité. Par contre, ils sont juste beaucoup trop nombreux en politique, pour une raison très simple, c'est qu'il y a un privilège d'accès à la vie politique. Quand vous êtes fonctionnaire élu puis battu, vous retrouvez votre job avec l'ancienneté. Donc on se retrouve avec 55% de fonctionnaires au Parlement, alors qu'ils ne représentent que 20% de la population active. Et ça a des conséquences très concrètes. On pourrait se dire, c'est pas grave, les fonctionnaires ont le temps, ils sont en politique, c'est pas si grave. C'est très grave. Ça a au moins 3 conséquences majeures qui expliquent la situation dans laquelle on est en grande partie. La première conséquence, c'est qu'ils ne connaissent que le fonctionnement de l'administration traditionnelle, jacobine, centralisée, avec les méthodes que j'évoquais tout à l'heure, qui ne sont pas très modernes. Ils ne connaissent que le GVT, que le glissement vieillesse technicité. Ils sont incapables d'imaginer autre chose, d'imaginer un État décentralisé, digital, moderne. Deuxième conséquence, ils ne connaissent pas l'entreprise. Face à l'entreprise, face au problème d'emploi, qui est le sujet majeur en France aujourd'hui, qui est la préoccupation numéro 1 des Français, ils sont assez désemparés. Ils sont un peu comme une poule devant un couteau, donc ils vont imaginer des solutions très technogratiques, de traitement social du chômage, qui ne marchent pas en général. Et puis, ils sont aussi, ils connaissent pas le monde en général, à part évidemment les diplomates du Quai d'Orsay, mais la plupart des fonctionnaires ne connaissent pas le monde. Et donc, ils ont parfois tendance à être séduits par des discours qui consistent à se replier sur soi. Et ils ne voient pas le potentiel de la France dans la mondialisation en particulier. Et donc ça aussi, évidemment, c'est un problème. Donc on a proposé des choses toutes simples par rapport à ça, parce que c'est un problème qui est simple, finalement, assez mécanique. C'est de faire ce que font la plupart des pays d'Europe, c'est de demander aux fonctionnaires élus de démissionner, tout simplement. Ça, on pense que ça permettra d'avoir beaucoup plus de diversité en politique. On a fait toute une série de propositions, 6 propositions. C'était déjà il y a un moment, juste après le lancement du mouvement, au mois de novembre. On a eu 8000 votes, 8000 de nos adhérents qui ont voté et 2000 contributions, et on vient de publier donc le résultat de cette contribution, parce que toutes les propositions qu'on fait sont faites dans une démarche qui est très participative. On n'a pas la science infuse, on est persuadé que ce programme de réforme qu'on est en train de formuler, il peut être que formulé avec les citoyens, et donc on a eu 8000 votes et 2000 contributions, et on vient juste de publier le résultat de ce travail. On s'est exprimé donc sur ce sujet, on s'est exprimé sur l'éducation, qui est un sujet majeur aussi. En quelques mots, c'est un domaine dans lequel on dépense énormément d'argent, on est un des pays qui dépense le plus parmi les pays développés, et dans lequel on a malheureusement des résultats qui ne sont pas du tout à la hauteur des moyens qui sont alloués. On dépense à peu près 30 milliards de plus dans l'éducation que nos voisins anglais et allemands à population d'élèves équivalents, 10,5 millions d'élèves dans les 3 cas. Et donc on pourrait se dire qu'avec des moyens pareils, on est les meilleurs, on ne doit pas être loin d'être les meilleurs. C'est pas du tout le cas. PISA, qui est l'organisme de l'OCDE qui mesure régulièrement, qui évalue régulièrement les performances des jeunes élèves un peu partout en Europe, a montré récemment qu'on était parmi les moins bons des pays développés, qu'on avait un des systèmes les plus inégalitaires et qui devenait de plus en plus inégalitaire. Il y a eu une mesure qui a été faite récemment, qui a été publiée fin 2013, par rapport à la mesure précédente 5 ans avant. On s'était profondément dégradé, donc avec un des systèmes les plus inégalitaires, ce qui veut dire qu'en France, quand on est pauvre, on a le plus de chances de rester pauvre. Nous avons tant dit, la dépense publique, c'est une garantie de justice sociale, pour essayer de justifier le niveau de la dépense publique. On voit bien dans l'éducation tous les jours, malheureusement, que ce n'est pas le cas. Et ça tient à quoi? Ça tient à tout un tas de raisons qui sont présentées sur notre site et dans les propositions qu'on a formulées. Mais une des grandes raisons tient à une explication toute simple, c'est qu'aujourd'hui, la direction des ressources humaines de l'éducation, ce sont les syndicats. J'ai rencontré un autre recteur d'académie il n'y a pas très longtemps. J'aime bien les recteurs d'académie à la retraite parce qu'ils parlent facilement, ils parlent des réalités. Et il m'expliquait qu'il se battait
tous les ans pour pouvoir promouvoir 10% de ses effectifs sur la base de critères objectifs. Un prof d'histoire qui emmène ses élèves à Rome, un prof de maths qui s'occupe des décrocheurs le soir, et qu'en général, il n'obtenait que 5%. Et je lui dis, mais alors les 95 autres pourcents, comment est-ce qu'ils étaient promus? Les 95 autres pourcents, me disait-il, c'est les syndicats qui décidaient sur la base de l'ancienneté dans le syndicat. Donc c'est pas très étonnant que le système éducatif ne fonctionne pas mieux que ça. Et là, sur un sujet comme ça, notre classe politique est dans le déni le plus absolu. On ne vous l'a jamais dit. Vous n'avez jamais entendu un parti politique traditionnel vous dire « on va réformer l'éducation » et la première chose qu'on va faire, c'est dire que les syndicats n'ont pas à être partie prenante dans les décisions en matière de ressources humaines dans l'éducation. Personne ne vous l'a dit, nous citoyens vous le dit. Des situations de déni, il y en a beaucoup d'autres. Une autre également, moi, qui m'a frappé, que je connaissais mais que j'ai découvert de façon plus complète récemment quand j'ai rencontré l'ancien député, puisqu'il a été battu, le malheureux, l'ancien député Nicolas Perruchot. Nicolas Perruchot, c'était un député du Nouveau Centre qui s'était vu confier un mandat, une enquête parlementaire, pour étudier le fonctionnement du paritarisme et le financement des syndicats. Il a fait son étude, il a remis son rapport, et ce rapport montrait quoi? Il montrait que les syndicats étaient financés à 97% par des fonds publics, dont une grande partie opaque, détournée du paritarisme. Seulement 3% des financements des syndicats étaient issus des cotisations des adhérents. Et il montrait aussi qu'on avait un taux d'adhésion aux syndicats en France qui était de 8% en moyenne, 4% dans le privé, 12% dans le public, qui était le plus faible d'Europe. Donc il montrait qu'il fallait réinventer le syndicalisme, en s'appuyant sur les personnes de bonne volonté, il y en a dans tous les syndicats, je trouve que j'en ai rencontré un certain nombre, mais plutôt que d'ouvrir le débat et de dire il faut réinventer le syndicalisme, qu'ont fait les partis de gouvernement, qu'ont fait les partis traditionnels. Eh bien à l'époque, c'était en 2011, Jean-Marc Ayrault, qui à l'époque était président du groupe PS à l'Assemblée, et Christian Jacob, qui était le président du groupe UMP, ont signé des deux mains pour interdire la publication du rapport Perruchot pendant 25 ans sous peine de sanctions pénales. Sous peine de sanctions pénales. C'est ça le déni dans lequel nous vivons et dans lequel les partis de gouvernement traditionnels nous obligent à vivre. Donc c'est face à ce genre de situation que nous sommes convaincus que la société civile doit reprendre les choses en main et que nous, citoyens, en tout cas, essayent modestement de formuler des propositions, un vrai programme de réforme du pays. Et sur ce sujet-là en particulier, vous nous entendrez, on fera des propositions sur la réforme du syndicalisme en toute transparence et en proposant de réinventer le syndicalisme sur la base de ce que recommande le rapport Perruchot. Au passage, le rapport Perruchot, il a été publié quand même sur le site du Point. Il y a une grande partie qui est accessible et qui est en ligne, malgré l'interdiction de publication pendant 25 ans et les sanctions pénales qui étaient assorties de cette décision. Donc voilà ce qu'on cherche à faire. On s'est exprimé encore une fois sur un certain nombre de sujets. Donc j'ai dit vie politique, éducation. On s'est exprimé sur le fonctionnement aussi de la lutte contre tout ce qui est lutte contre la précarité. La lutte contre la précarité en France est évidemment un sujet majeur. Un pays bloqué, c'est un pays qui crée beaucoup de pauvreté. Donc il faut évidemment s'occuper de façon la moins technocratique possible. Donc on a formulé beaucoup de propositions dans ce domaine-là aussi, avec des gens qui sont des experts sur ces sujets. Le président de la commission, c'est Thibaut Guilhuy, c'est le président d'ARES, qui est une grosse association d'insertion en région parisienne. Sachant qu'on est dans une démarche où on n'a pas d'idéologie, on n'est pas guidé par une idéologie. Les idéologies, elles ont fait beaucoup de mal à notre pays, à beaucoup de pays. On est guidé uniquement par quelques valeurs. Et les valeurs auxquelles on croit, c'est quoi? On se veut européen, on va en parler, républicain, humaniste. Toutes les propositions qu'on fait, on essaye de placer l'homme, l'être humain au cœur de ces propositions. Et ce qu'on cherche à faire finalement, qui est assez ambitieux, c'est de réconcilier solidarité et prospérité. Nous, on croit à une vraie solidarité. Donc une vraie solidarité, elle s'occupe des gens qui en ont vraiment besoin, des plus vulnérables, les gens qui dorment dans la rue par exemple. Il y a eu 450 morts dans la rue l'année dernière en France, c'est un vrai sujet. On s'occupait des plus vulnérables. Pas une pseudo-solidarité qui est ce à quoi on a droit depuis quelques années, avec des régimes spéciaux dans tous les sens, des gens qui partent à la retraite à 50 ans à peine révolus, comme Anne Hidalgo, notre nouveau maire de Paris, qui est parti à la retraite à 51 ans, comme Alain Juppé, qui est parti à la retraite à 54 ans.
Donc ça, c'est de la pseudo-solidarité. Nous, on croit à la vraie solidarité, celle qui s'occupe des plus vulnérables. Et on croit à la nécessité d'un environnement prospère pour financer des politiques de solidarité ambitieuses. Sinon, on les finance à crédit comme aujourd'hui, en endettant nos enfants et peut-être bientôt nos petits-enfants. Et donc, un environnement prospère, c'est quoi? C'est un environnement qui encourage toutes les initiatives entrepreneuriales, sous quelque forme qu'elles soient, du commerçant à l'artisan de quartier, l'auto-entrepreneur, jusqu'à l'entrepreneur qui part conquérir le monde. Toutes ces initiatives entrepreneuriales doivent être encouragées, ce qui n'est pas du tout, malheureusement, le cas en France aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de la surfiscalité, de la suradministration et de la défiance d'un certain nombre de dirigeants envers ce monde-là qu'ils ne connaissent pas. Donc, il y a beaucoup à faire. Donc voilà ce qu'on cherche à faire. Alors, le sujet qu'on aborde actuellement, c'est l'Europe, puisqu'on a les élections européennes le 25 mai. Sur l'Europe, on tient un discours très clair et très simple. On dit deux choses. On dit l'Union fait la paix. On rappelle des choses simples. On vit en paix depuis 70 ans. Pendant les 80 années précédentes, on avait été en conflit 3 fois avec notre voisin allemand. Donc même si l'Europe elle est très imparfaite, ce qui est incontestable, elle a le mérite d'exister, elle a le mérite d'avoir mis autour de la table les anciens ennemis qui ont décidé ensemble d'essayer de faire des choses intelligentes, d'essayer de construire des choses ensemble. Et ça, c'est déjà un premier bénéfice absolument majeur. On est en 2014, on fête le centenaire de 1914, on a quand même connu 2 millions de morts, 600 000 veuves, 700 000 orphelins, c'est quand même évidemment une période dont on a besoin de se rappeler. Quand on parle de l'Europe et quand on voit des gens qui rejettent l'Europe, c'est important de se rappeler ça aussi. Donc l'Union, elle fait la paix, l'Union, elle fait aussi la force. Dans un monde ouvert, mondialisé, et bien sur un certain nombre de sujets, pas tous les sujets, mais sur un certain nombre de sujets, c'est important de mutualiser nos moyens, de mettre en place des politiques communes, par exemple en matière de défense. Moi j'aime bien les Américains, j'ai travaillé avec eux, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais quand les Américains viennent écouter les conversations des dirigeants politiques français, je trouve pas ça normal. Les Américains, ils dépensent 12 milliards et demi d'euros avec la NSA juste pour écouter des conversations. 12 milliards et demi d'euros, c'est un tiers de tout le budget français de la défense. Un tiers. Le renseignement américain, sans le renseignement militaire, donc incluant la NSA, la CIA, etc., c'est 45 milliards d'euros. C'est 10 milliards de plus que tout notre budget de la défense. Donc si on veut lutter à armes égales avec ce type de situation, eh bien il faut développer des technologies communes, il faut mutualiser nos moyens pour résister à ce type de situation. En matière de commerce international, si on veut peser à l'OMC, il vaut mieux faire partie d'une entité de 550 millions d'habitants qui est la plus prospère au monde, plutôt que d'y aller en tant qu'un petit pays de 65 millions d'habitants, relativement désargenté. On pèsera beaucoup plus en faisant partie d'une entité de 550 millions d'habitants pour défendre des normes sociales, des normes environnementales, des choix de société qu'on a fait. L'Europe a fait, les 28 pays d'Europe ont fait des choix de société très forts. L'économie sociale de marché, c'est quelque chose qui est inscrit dans les traités, c'est l'article 3 du traité de l'Union européenne. C'est des choix de société extrêmement forts, il faut les défendre en particulier dans les négociations internationales, mais pour le faire, si on y va seul, on pèsera beaucoup moins que si on fait partie d'une entité, encore une fois, qui est la plus prospère au monde. Donc sur tout un tas de sujets, l'Europe, elle est indispensable. Par contre, aujourd'hui, l'Europe, elle est bloquée, elle est au milieu du gué, elle n'avance plus. Pour quelles raisons? Pour les mêmes raisons que celles que j'évoquais tout à l'heure. Parce que la politique française s'est hyper professionnalisée. On a des dirigeants politiques qui ne croient plus à l'Europe, qui ne portent plus de vision européenne, qui se servent de l'Europe comme de leur bouc émissaire favori, et qui vont envoyer à Bruxelles et recaler de la politique nationale trop souvent, pas toujours, mais trop souvent. Des gens qui vont aller chercher un mandat supplémentaire, qui vont apporter une vision de l'Europe et pas défendre une vision de l'Europe. Et ça a des conséquences très graves sur le fonctionnement de l'Europe, parce que la France a toujours été un des deux moteurs de la construction européenne avec l'Allemagne. Mais depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, la France est aux abonnés absents. Les dirigeants politiques français ne sont plus dans le débat, ne se battent plus à Bruxelles pour trouver des solutions pour faire avancer l'Europe. Et donc l'Europe, elle avance plus, l'Europe, elle fonctionne plus, elle est au milieu du gué sur tout un tas de sujets. Sur tout un tas de sujets, on a la base, on a les fondations, mais il manque la construction, il manque
il manque de terminer la bâtisse. Par exemple, en matière de lutte contre l'immigration illégale, on a commencé à faire ce qu'il fallait. On est 28 pays qui attireront des populations d'une centaine de pays, en gros du sud et de l'est. Donc la bonne solution, c'est évidemment de demander aux États du sud de l'Europe de défendre leurs frontières, mais c'est de les aider aussi, parce que les États du nord, ils en profitent, et on ne peut pas demander aux États du sud de protéger la frontière de l'Europe qui va bénéficier à l'ensemble des pays d'Europe. Surtout que c'est des États relativement désargentés actuellement. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une agence en 2004 à Varsovie, qui s'appelle Frontex. Maintenant, voilà, vous allez aider à sécuriser la frontière sud de l'Europe. Sauf que Frontex, on ne lui a pas donné de moyens. Donc il y a des noyades scandaleuses à Lampedusa, et la frontière européenne est une passoire. Donc il faut évidemment donner à Frontex les moyens de sa politique. Mais il n'y a pas un dirigeant politique français qui jusque-là a pris le sujet en main et a proposé avec fermeté et conviction de donner à Frontex les moyens de sa politique. Sur un autre sujet, qui est la mutualisation des programmes militaires, pour essayer d'éviter que chacun réinvente la roue dans son coin. Essayer de faire en sorte qu'on ait des cahiers des charges communs. C'est pareil, il y a une agence qui existe, qui s'appelle l'Agence européenne de défense. Sauf que personne s'en sert. Il n'y a aucune volonté politique. Donc les états-majors de chaque armée européenne réinventent la roue dans leur coin. Il y a 17 programmes de chars d'assaut en Europe aujourd'hui, alors que 3 suffiraient. On dépense un argent fou dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de leadership non plus, en particulier des dirigeants français, sur ces sujets-là. En matière de co-développement, je parlais d'immigration illégale, co-développement c'est important pour fixer les populations sur place aussi. On avait promis d'engager un niveau de dépenses qui était de 1,7% du PIB de l'Europe, on est à la moitié aujourd'hui. Un programme de co-développement c'est important, il y a une centaine de pays, encore une fois, d'origine de ces populations, il faut essayer de les fixer sur place avec des programmes de communication déjà qui expliquent que l'Europe n'est pas un Eldorado, essayer de démanteler les réseaux de passeurs au départ, essayer de créer de l'activité économique, ce qui sera une bonne chose pour nos entreprises. C'est une tâche titanesque au passage, en matière de mutualisation. On imagine mal le Quai d'Orsay mettre en place des programmes de co-développement d'une centaine de pays. Enfin, c'est un travail énorme. Donc c'est une très bonne chose de mutualiser ça avec d'autres pays d'Europe qui ont le même problème. Mais là, encore une fois, on est à la moitié des objectifs qu'on s'était fixés. Donc sur tous ces sujets aujourd'hui, l'Europe n'avance pas, l'Europe elle est au milieu du gué. Beaucoup parce que, encore une fois, nos dirigeants politiques ne font pas preuve de leadership, ne croient plus à l'importance de l'Europe, et parce que la classe politique française est hyper professionnalisée et qu'on envoie à Bruxelles les recalés de la politique nationale. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait, nos citoyens? On a décidé d'avoir une approche qui est complètement différente, de dire qu'on va envoyer à Bruxelles et à Strasbourg des gens différents, des gens compétents, des gens qui ont un vrai métier, qui ont une vraie compétence, pas des pros de la politique, des gens qui connaissent l'économie, des gens qui connaissent le social, des gens qui connaissent l'Europe. On a par exemple comme tête de liste en Ile-de-France un duo avec Isabelle Bordry, qui est une ancienne directrice générale de Yahoo France, qui a été ensuite entrepreneur dans le web, qui connaît bien l'économie, et elle a avec elle Bernard Chenevez, qui est l'ancien secrétaire général des Semaines sociales de France, c'est un tout autre registre, et qui est un ancien haut fonctionnaire qui a participé à la reconstruction de l'Europe de l'Est, la Yougoslavie en particulier, et qui parle 5 langues européennes, dont le hongrois. Donc voilà, ça c'est le genre de gens qu'on veut envoyer, nous, à Bruxelles et à Strasbourg, pour défendre une vision de l'Europe qui est différente, pour refaire fonctionner l'Europe à sa juste place. On ne veut pas beaucoup plus d'Europe, on veut juste faire fonctionner l'Europe à sa juste place avec des gens qui ont une vraie compétence, qui ont un vrai leadership, qui y croient. L'autre caractéristique de nos candidats, c'est que s'ils sont élus, ils s'engagent à ne faire que ça. Ils ne vont pas chercher un mandat de plus par rapport à d'autres activités. S'ils sont élus, ça sera leur seule activité professionnelle. Et ils s'engagent aussi à rendre des comptes, et Philippe Marty, qui est notre tête de liste dans votre région, vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Donc des candidats compétents, des candidats engagés, des candidats crédibles. Le problème des dirigeants politiques français aujourd'hui, outre le fait qu'ils ne croient plus à l'Europe, c'est que l'Europe ne croit plus en eux non plus. Ça fait une dizaine d'années que les dirigeants politiques français, toutes colorations politiques confondues, vont renégocier à Bruxelles un nouveau délai pour revenir dans les fameux 3% de déficit. Les 3% de déficit, c'est nous les Français qui l'avons imposé au passage. C'est nous qui avons dit, non, il faut une limite quand même, on ne peut pas avoir des déficits supérieurs à un certain niveau. On dit, ça va être 3%. En 2003,
Les Français et les Allemands sont allés renégocier à Bruxelles un délai pour revenir dans les 3%. On a tous les deux obtenu un délai. Sauf qu'à ce moment-là, Gerhard Schröder, qui était le chancelier allemand, a mis en œuvre des réformes de structure d'Allemagne qui ont permis effectivement de revenir au déficit de 3% et même maintenant à l'équilibre depuis 2 ans, et d'avoir une balance commerciale excédentaire, un taux de chômage à 5%, etc. Un pays qui marche très bien, contrairement à ce qu'on raconte en France. Un pays qui marche très bien. Angela Merkel a quand même été réélue 3 fois dans un fauteuil. Si l'Allemagne était un enfer social, elle n'aurait pas été réélue 3 fois. Donc, un pays qui fonctionne bien aujourd'hui. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, ça fait 11 ans, on va renégocier régulièrement à Bruxelles tous les 2 ans. Et là même, on est allé 1 an après. Là, Je ne sais pas si vous avez vu, alors on s'est fait retoquer, partiellement au moins. Même les cousins du Sud aujourd'hui disent, écoutez, les Français, vous êtes gentils, mais nous, on a fait des efforts. Les Espagnols, les Italiens, les Grecs, les Portugais, tout le monde a fait des efforts, ça serait temps que vous en fassiez aussi. Donc il y a un problème de crédibilité aussi des dirigeants politiques français. Donc, nous, on veut envoyer des gens qui sont compétents, engagés et crédibles à Bruxelles. Donc voilà ce qu'on cherche à faire à l'occasion de ces élections européennes, qui est aussi une formidable opportunité de nous faire connaître, bien sûr. La barre est haute, on est un jeune mouvement, je ne sais pas si on aura beaucoup d'élus, on verra. C'est déjà une formidable opportunité de faire connaître le mouvement et de continuer à nous développer, sachant que l'objectif c'est 2017, bien entendu, où en 2017, ce qu'on veut c'est éviter le déjeuner sur l'herbe, comme en 2012, où on a eu Hollande et Sarkozy, c'est les Anglais qui se moquaient de nous, je ne sais pas si vous connaissez le magazine The Economist, qui est un magazine anglais, qui avait montré Hollande et Sarkozy dans le tableau de Manet, et le titre du magazine c'était l'élection la plus frivole de l'Ouest. Donc on ne veut pas de l'élection la plus frivole de l'Ouest en 2017, on veut qu'on nous parle des vrais sujets, pas de viande halal, de permis de conduire, pas qu'on nous ressorte tous les boucs émissaires, parce qu'en 2012, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on nous a sorti tous les boucs émissaires possibles et imaginables. Même et y compris les partis de gouvernement. Même et y compris les partis de gouvernement. Jusque-là, c'était que les extrêmes. Non, les partis de gouvernement nous disaient non, mais c'est la faute aux étrangers, c'est la faute aux riches, sales riches, c'est la faute aux Allemands, à Merkel, à l'euro, aux Chinois, nous, c'est pas notre faute. Ça, on n'en veut pas en 2017. On veut d'un vrai débat, on parle des vrais sujets. On parle du paritarisme, on parle du syndicalisme, comment on réinvente le syndicalisme. On parle du droit du travail, qui aujourd'hui décourage l'embauche, fait qu'on a une France à 2 vitesses, qu'on a des jeunes qui galèrent, qui vont de CDD en stage, en travaux d'intérim, parce que personne n'a envie de signer un CDI en France aujourd'hui. Il faut être fou pour signer un CDI. Si ça tourne mal, ça peut tourner mal pour plein de raisons, on va se retrouver au prud'homme, et dans beaucoup de cas, on va perdre. Et on va devoir payer 100 000, 200 000, 300 000 euros. Pour une PME, c'est la fin en général. Plus personne n'a envie de signer de CDI en France aujourd'hui. On parle de ça. On parle de rapport Perruchot. On parle des syndicats qui dirigent l'éducation nationale. On parle des vrais sujets. Donc notre objectif, c'est qu'en 2017, il y ait un vrai débat et que le pays se réforme enfin. Donc, et retrouve enfin la prospérité et la fierté des Français. Donc voilà le projet de nos citoyens. Merci.